Donc, bonjour à tous, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. J'interviens dans le cadre d'expatriation fiscale et notamment beaucoup depuis, on va dire, ces 5 dernières années aux Émirats arabes unis et notamment à Dubaï. Donc, on va parler des réflexes et ce qu'il faut regarder lorsqu'on souhaite s'expatrier à Dubaï. J'aime à dire que c'est une destination avec une fiscalité hyper avantageuse, on va le voir, mais qui reste extrêmement dangereuse. Dangereuse, pourquoi? Parce que la première chose que l'on doit regarder lorsque on souhaite transférer son domicile à l'étranger, c'est la notion de la résidence fiscale. C'est quoi la résidence fiscale? C'est la pierre angulaire de l'imposition. Aujourd'hui, vous êtes résident fiscaux français au regard de l'article 4B parce que vous rentrez dans les définitions de l'article 4B que je vous ai mis à l'écran et à ce titre-là, vous êtes donc redevable de l'impôt en France. Et d'ailleurs, vous posez généralement pas du tout la question, sauf si vous avez un peu d'activité internationale, de dire où je dois payer mon impôt. Donc l'article 4B, il tient compte de critères alternatifs. Donc il suffit de remplir un des critères, celui du foyer ou du lieu de séjour principal, l'activité professionnelle, sans des intérêts économiques. Voilà, on a tout cerné. Sauf que la France a signé plus de 130 conventions fiscales en matière d'impôt sur le revenu. Et une convention fiscale, le vrai titre, c'est Convention contre une double imposition. Il faut savoir que dans la hiérarchie des normes, le traité a une valeur supérieure à la loi. Donc, à partir du moment où vous partez dans une destination où le, le pays a signé avec la France une convention fiscale, on va donc regarder cette convention et l'analyser. Et il faut l'analyser sur les critères conventionnels de la résidence fiscale. Aujourd'hui, avant de partir, vous êtes résident fiscaux français et donc imposable en France sur vos revenus mondiaux. L'objectif lorsqu'on part, c'est si on conserve des revenus de source française, d'être imposable au regard de la Convention que sur certains de ces revenus de source française, typiquement du salaire ou des revenus fonciers, des revenus immobiliers. Quand on regarde la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, elle est plutôt classique et elle rentre dans les critères de l'OCDE. C'est-à-dire que la convention type OCDE. Alors, comment ça fonctionne? Lorsqu'on a une convention fiscale, on va faire une analyse des 4 critères. Alors, les 4 critères, vous les voyez ici dans le petit A. On va vous parler du foyer d'habitation permanent, puis du centre des intérêts vitaux, puis le lieu de séjour où on séjourne de façon habituelle et la nationalité. Donc, ces 4 critères, on va les prendre de manière successive, mais on va d'abord les analyser de manière alternative en fonction de votre pays de destination. Donc, l'analyse va être de dire, est-ce que vous êtes résident, est-ce que vous avez conservé un foyer d'habitation permanent en France? Si vous ne conservez pas de foyer d'habitation permanent en France, vous en avez un aux Émirats et pas en France, on ne va pas aller voir les autres critères, vous êtes résident fiscal émirati. Si maintenant vous conservez un foyer d'habitation en France, on va voir le deuxième critère, le centre des intérêts économiques. Et sur le centre des intérêts économiques, imaginons que vous ayez cessé toute activité professionnelle de source française, vous en ayez uniquement hors de France et donc de source émirati. Là, pour le coup, vous serez résident fiscal émirati, on n'ira pas voir l'autre critère. Ça, c'est le raisonnement de base qu'on a dans toutes les conventions fiscales. Sauf qu'une convention fiscale lue par un professionnel, ce n'est pas la même chose que quand vous la lisez vous, parce que vous allez aller voir cet article, vous dites, bon, je respecte les conditions. Sauf que dans la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, on a une clause balai qui fait relativement mal et qui a donné lieu à beaucoup de redressements fiscaux au cours de ces dernières années, c'est l'article 19.2, qui dit que lorsqu'une personne qui est résident des Émirats arabes unis
et qui est établi est fiscalement domicilié au sens du droit interne ou est une filiale contrôlée directement à plus de 100%, les revenus de cette personne sont imposables en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous remplissez les trois critères, un des trois critères que l'on voit juste en dessous, c'est pour ça que je vous ai mis l'article 4b en dessous, nonobstant ce qu'on s'est dit avant sur l'article 4 de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, vous serez imposable en France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez partir aux Émirats, mais pour que la France ne puisse pas vous rattraper, vous devez pouvoir remplir aucune des trois conditions que l'on voit en dessous. Donc, pas de foyer d'habitation, pas d'activité professionnelle, salariée ou non, et que la France ne soit pas le centre de vos intérêts économiques. Alors, quand j'ai un client qui a 30 ans et qui met fin à un contrat de travail en France pour aller vivre aux Émirats, ça ne pose pas de problème. Quand on a une personne retraitée qui a des revenus fonciers de source française, ça commence à être un peu plus compliqué parce que souvent, elle a des revenus fonciers plus de la retraite. Donc, il va falloir voir ce que l'on a comme revenus hors France. Et puis, on a surtout le sujet du dirigeant d'entreprise qui décide d'aller s'installer aux Émirats arabes unis. Et là, il va falloir retraiter tous les éléments de son dossier. Donc, le premier réflexe, c'est toujours d'aller voir la notion de la résidence fiscale pour voir comment on va pouvoir remplir cette condition et que cette condition, on va dire ces trois conditions, sont relativement compliquées. Alors, je vous donne quelques pistes. Généralement, le foyer d'habitation, pour plus en avoir, soit vous le vendez, soit vous le louez. Ça concerne aussi bien votre ancienne résidence principale que secondaire. Sur l'activité professionnelle, salariée ou non, alors nous, lorsqu'on a un client qui est non résident de toutes les manières, on ne laisse jamais, par exemple, s'il est gérant de SARL, on demande une transformation et il devient président de SAS. Et encore une fois, un président n'a pas l'obligation de prendre une grosse rémunération. Et puis, sur le centre des intérêts économiques, lorsqu'on distribue des dividendes en France, par exemple 300 000 euros, et qu'il n'y a pas d'autres revenus de source française, il faut déjà regarder si au cours de l'année, on est certain que notre client aura des revenus de source dubaïote pour compenser ces 300 000 dans mon exemple. Donc, c'est vraiment une analyse importante à faire et qui est très, très spécifique aux Émirats arabes unis. Alors, la France, tout le monde connaît les tranches d'imposition à l'impôt sur le revenu 0, 11, 30, 41, 45, plus la contribution sur le haut revenu et bientôt la contribution différenciée sur les hauts revenus, en attendant sûrement une énième taxe. Aux Émirats, c'est plutôt très facile. Impôt sur le revenu 0, impôt sur les sociétés 9%, mais il commence avec de fortes franchises et surtout votre rémunération qui est non imposable peut constituer une charge pour l'entreprise, imposition sur le patrimoine 0, sur les successions 0, TVA 5% et imposition sur les dividendes de source française 0. Ça veut dire que si vous avez une structure holding en France et que vous avez envie de distribuer des dividendes, vous n'aurez, contrairement à tous les autres pays du monde, à quelques exceptions, pays du Moyen-Orient, on va se retrouver avec, pour moi, un sujet de non-imposition. Donc ça, c'est extrêmement intéressant en termes de flux, encore une fois, sous réserve que vous ayez des revenus de source française inférieurs aux revenus de source dubaïote. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe avant de partir? Premièrement, il faut gérer la résidence principale, parce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas la conserver, vous avez la louer ou la vendre.
Si vous la vendez, dans la mesure où la France n'a pas signé avec les Émirats une convention en matière de recouvrement d'impôts, vous allez avoir une difficulté. C'est qu'à partir du jour où vous posez le pied aux Émirats, vous ne bénéficiez plus, donc vous perdez l'abattement résidence principale. Donc, il faut plutôt s'organiser très en amont du départ pour vendre votre résidence principale. À l'inverse, si vous étiez parti en Europe, vous auriez quasiment souvent 18 mois entre 12 et 18 mois pour vendre votre ancienne résidence principale et bénéficier de l'abattement Ah oui. de la résidence principale. Autre élément, euh, si vous conservez un bien en le louant, vous aurez un impôt sur la fortune immobilière sans abattement de 30%, plutôt un abattement de 20%. Et puis, si vous gardez une résidence en France, ce qui constitue un danger, hein, on l'a vu dans la détermination, mais je vois que dans certains cas, les personnes bravent un peu les règles, vous aurez plus d'abattement de 30% et une taxe d'habitation un peu importante. L'autre élément important va concerner l'exit tax. Pourquoi l'exit tax? Alors, c'est quoi l'exit tax? Ça concerne les participations dans des sociétés, qu'elles soient cotées ou non cotées. On va avoir deux sujets possibles. Soit vous détenez une participation dans une seule société dont la valeur est supérieure à 800 000 euros. Alors, ça peut être, je vais vous donner deux exemples très différents pour que vous compreniez bien. C'est aussi bien parce que vous avez 1 million d'euros de titres Peugeot ou Stellantis en bourse, ou parce que vous avez 30% d'une société familiale qui a une valeur supérieure à 800 000 euros. Ou, autre possibilité, vous avez une participation dans les bénéfices supérieure ou égale à 50%. Dans ce cas-là, vous êtes redevable de l'exit tax. Alors, l'exit tax, c'est un élément très compliqué pour les Émirats arabes unis parce que il va falloir déposer un dossier d'exit tax 90 jours avant de partir et lors de la première déclaration, on aura le suivi d'exit tax à faire et ainsi de suite tous les ans. Comme les Émirats n'ont pas signé une convention en matière de recouvrement d'impôts avec la France, vous aurez l'obligation d'avoir un représentant fiscal, or qui est souvent un avocat fiscaliste, hein, et il faut suivre l'évolution. Et comme vous êtes parti, on va aussi vous demander de garantir votre exit tax. Alors la garantie, c'est un sujet un peu compliqué. On va dire que généralement, on obtient un nantissement sur des titres de société. Donc ça n'a pas de coût. L'exit tax ne va pas vous empêcher de distribuer des dividendes, mais c'est impératif de le faire avant de partir. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur une durée d'exit tax entre 2 ou 5 ans qui est en passe de devenir 15 ans. Donc, c'est quelque chose de lourd. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, vous devez évaluer vos titres au jour du départ de France et que vous les vendiez la première année ou la quatrième année, ben, on va se baser sur cette valeur pour vous demander une plus-value calculée de la même manière que si vous étiez résident fiscal français au jour de votre départ de France. Donc, c'est un mécanisme important. Il faut vraiment le faire parce que si vous ne le faites pas et que l'administration fiscale vous repère, ben, la somme devient immédiatement exigible. Et tout est une question de prorata. Quand on a une société qui vaut 500 000 euros, potentiellement, l'exit tax va tourner autour des 100 000 euros. Mais vous avez 1, 2, 5, 10 millions, vous arrivez sur des montants énormes. Donc, il ne faut vraiment pas jouer avec l'exit tax parce que c'est quand même extrêmement surveillé et bien penser au délai. Alors, je vois, quand je récupère beaucoup de dossiers de confrères euh, qui n'ont pas fait attention dès les 3 mois, donc demandent à l'administration fiscale de ne pas respecter
ce que peut accepter à titre exceptionnel l'administration. Enfin, si vous partez déjà dans une destination compliquée fiscalement en vous faisant repérer parce que vous n'avez pas fait en temps et en heure votre dossier d'exit tax 3 mois avant de partir, c'est plutôt mal parti. Quid de la sécurité sociale? Vous êtes retraité. Si vous avez cotisé plus de 15 ans, vous bénéficierez de la sécurité sociale en France. Si vous êtes non retraité, vous n'aurez pas de sécurité sociale en France, sauf à souscrire auprès de la CFE, qui est la Caisse des Français de l'étranger. C'est une sécurité sociale privée qui va vous donner droit à la sécurité sociale française. C'est extrêmement connu, très bien organisé, mais si vous souhaitez avoir pour vos conjoints, vos enfants, la sécurité sociale, vous devrez passer par là. Le propre d'un non-résident, c'est qu'il n'est pas imposé il va pas être imposé sur il va pas être redevable et avoir une sécurité sociale, même s'il a une rémunération en France. Donc ça, c'est important. Vous ne vous dites pas, tiens, j'ai conservé une rémunération 1000, 2000, 3000 euros en France, je vais avoir la sécurité sociale. Non, vous êtes non résident, vous n'aurez pas le droit. Les autres obligations qu'il va falloir regarder, parce que tout ne s'arrête pas à la résidence fiscale et au reste, c'est prévenir l'administration de votre départ de France, sachant qu'il faudra en plus le faire dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu. Et quand on le fait dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu, vous aurez l'année de départ 2 déclarations à effectuer. Une déclaration 2042 classique, plus à compter du départ, imaginons que vous partiez aujourd'hui en février 2025. On aura donc la première déclaration sur janvier jusqu'à aujourd'hui, février, et puis une deuxième déclaration qui partira d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2025. Sur la deuxième déclaration, qui est une 2042 NR, vous n'aurez à renseigner que la date de départ, les revenus de source française touchés depuis cette date de départ, et vous n'aurez plus les autres obligations comme la déclaration des comptes bancaires à l'étranger, par exemple, ou des revenus de capitaux mobiliers étrangers. Vous ne serez plus concerné puisque la France ne pourra vous imposer que sur les revenus de source français. Attention, un non-résident n'a pas le droit, en principe, à avoir des réductions ou des déductions d'impôts. Et l'impôt se calcule selon des tranches forfaitaires et plus en fonction du quotient familial. Donc ça, il faut vraiment regarder ces éléments-là. Donc je récapitule, quand vous voulez partir aux Émirats arabes unis, bien regarder au regard de votre statut l'analyse de la résidence fiscale, c'est-à-dire que est-ce que vous allez respecter les dispositions dont je vous ai parlé? Si vous ne pouvez pas les respecter, un professionnel pourra vous aider et vous dire, voilà, de telle et telle manière, on va pouvoir les respecter sans que ce soit une fraude, hein, mais voilà, il faut réorganiser éventuellement sa structure professionnelle ou sa structure patrimoniale, transférer des placements financiers à l'étranger, parce que quand on part, c'est un indice de résidence fiscale de conserver des revenus et des placements en France. Et puis, faire très attention à l'exit tax, parce que ça concerne quasiment, on va dire, 2 départs sur 3 chez nous vers les Émirats arabes unis, et notamment Dubaï. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur le sujet.